Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horreur à Arkham, le JCE. On continue les cartes de spécialistes de la boîte La Cité Engloutie et aujourd'hui, non seulement on les continue, mais on les finit. Voilà, on voit les 3 dernières cartes, 3 cartes de niveau 5. Cette vidéo je la mets en ligne normalement le vendredi 20 juin, et ben le 21. Les 4, on verra les 4 faiblesses, et donc, voilà, c'est fin, je vais y arriver. À la fin de cette semaine, ça sera fini pour les cartes joueurs, et normalement, sauf contre-temps, contre-ordre, semaine prochaine, des exemples de decks pour les investigateurs. La première carte, c'est sur leur talon, avec au passage une illustration que j'aime beaucoup. Donc un soutien de niveau 5 qui coûte 2, qui a le trait talent, deck détective, chasseur, police ou reporter uniquement. Limite de 1 par investigateur, utilisation 5 pistes. Réaction, après que vous êtes entré dans un lieu où se trouve au moins un ennemi, dépensez une piste inclinée sur leur talon, soit vous découvrez un indice dans votre lieu, soit vous infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Ok. Effet assez simple à comprendre, donc. Alors, on peut en avoir qu'un, tant que j'y pense, on peut en avoir qu'un par investigateur. Je n'ai pas trouvé de cartes qui peuvent défausser ce soutien, donc on peut en mettre 2 dans son deck pour avoir 2 fois plus de chances d'en piocher un exemplaire, mais une fois qu'on en a un exemplaire en jeu, on ne peut plus jouer le deuxième. À moins d'un truc, je suis en train d'y penser soudainement. Je me demande si c'est pas la carte Donne-moi ça. Alors évidemment, je me souviens vaguement de l'effet, la carte qui fait jouer une carte qu'il y a dans la carte. C'est tu m'en dois une ? Voilà. Alors ça fait partie des rares combos multi-deck que je mentionne, mais vu que j'y ai pensé, je le mentionne quand même. Vous ne pouvez avoir qu'un exemplaire de Sur leur talon en jeu, mais vous pouvez en mettre 2 dans votre deck. Donc si vous jouez en duo, vous pouvez dire à l'autre joueur avec qui vous jouez de mettre dans son deck une copie de Tu m'en dois une. Évidemment, selon les règles telles qu'écrites, on ne doit pas communiquer avec les autres joueurs ce qu'on a en main, mais à un moment donné dans la partie, vous dites au joueur qui a mis ça dans son deck voilà, si tu veux jouer une carte de ma main, c'est le bon moment. Je pense que selon les règles, ça marche. Hein. Vous lui dites pas ce que vous avez en main, mais vous lui dites que vous avez en main une carte qu'il aimerait jouer. Dès qu'il peut, il joue Tu m'en dois une, et il met en jeu sous son contrôle le deuxième exemplaire de Sur leur talon. Voilà. Bon. Petite remarque en passant. Mais concrètement, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait que quand on entre dans un lieu où il y a un ennemi, on a un bonus. Le bonus, c'est quoi ? C'est découvrir un indice sans test. C'est un peu l'effet de suivre son intuition. Ou alors, c'est infliger un dégât à un ennemi, c'est l'effet du flic en patrouille de niveau 2, sans avoir à payer le coup. Et c'est un effet très intéressant. Je le disais dans une vidéo récemment, et je l'ai montré, alors si vous regardez mes vidéos de partie, si vous les regardez pas, petit spoiler sur une des dernières, j'ai fait un scénario, le 7ème scénario de Carcosa. Je joue en duo, j'ai un combattant, une combattante et une enquêtrice. La combattante a été vaincue, l'enquêtrice a fini le scénario. Pourquoi ? Parce que les scénarios se gagnent en trouvant les indices. Voilà, c'est. Alors les ennemis peuvent tuer et donc empêcher de gagner les scénarios, mais si vous n'êtes pas vaincu, ce qu'il vous faut, c'est pas être capable de faire des dégâts, c'est être capable de trouver des indices. Donc c'est très intéressant. Vous entrez dans le lieu, hop, un indice. Et infliger un dégât, ça, entre guillemets, attendrit l'ennemi, et potentiellement, ça l'achève. Et ça peut rentabiliser le déplacement vers un ennemi. Allez, je vais encore citer l'engoulevent. Voilà, l'engoulevent, il est pénible parce qu'il baisse vos valeurs de compétences. Il est chasseur, donc il vous suit.
il est distant, donc normalement pour vaincre un engoulevent, il faut l'engager, et potentiellement selon comment vous êtes déplacé avant, il faut aller dans son lieu, puis l'engager, puis le combattre. Là, vous avez laissé un engoulevent derrière vous, vous retournez dans son lieu, vous activez sur leur talon, paf, vous avez vaincu l'engoulevent, et vous n'aurez plus tous ces malus négatifs pénibles. Ou alors tout simplement l'acolyte. Ouais, c'est ça, l'acolyte. Il entre en jeu dans un lieu vide. Dès qu'il entre en jeu, on met une fatalité sur lui. Donc, vu qu'il a une fatalité sur lui, il vous fait perdre au minimum un round. Dans son set de rencontre, il y a 2 copies de la mystérieuse mélopée qui vous dit placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche, blablabla. De manière générale, alors c'est peut-être pas le cas tout le temps, mais je trouve que fréquemment, quand dans un scénario il y a des cultistes, il va y avoir quelques cartes qui mettent des fatalités sur les cultistes ou qui mettent des fatalités en jeu autre. Donc le petit cultiste qui de base vous fait perdre un round peut vous faire perdre beaucoup plus que ça. Et avec sur leur talon, vous entrez dans le lieu, paf, acolyte tué, et vous pouvez continuer sur votre lancée. Ok. Alors, ça vous demande d'entrer dans le lieu dans lequel il y a un ennemi. Si vous êtes dans un lieu qu'un ennemi y entre, ça ne s'active pas. Si vous êtes dans un lieu qu'un ennemi y est généré, ça ne s'active pas. Il faut aller vers l'ennemi. Si vous jouez à 3 ou 4 investigateurs, ça c'est bien dans un deck polyvalent. Vous mettez ça dans le deck du polyvalent, vous avez dans un lieu le combattant principal, l'enquêteur principal, l'un des deux pioche un ennemi, le polyvalent va dans le lieu et s'active sur leur talon. Maintenant, en solo, la plupart des ennemis quand on les pioche, on les génère dans son lieu. Et en duo, moi avec ma façon de jouer, les 2 investigateurs se déplacent ensemble, vu que le combattant doit protéger l'enquêteur. Donc là, soit il faudra attendre qu'il y ait un ennemi qui ait une règle de génération spécifique, voilà, du style comme l'acolyte, génération n'importe quel lieu vide, et vous allez vers cet ennemi. Soit il faudra utiliser des cartes qui font du déplacement d'ennemis. Par exemple, si vous avez un deck qui inclut Genet Borgard, réaction, lors de votre tour, après vous être déplacé vers un lieu, inclinez Genet Borgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice versa. Alors il y a une question, d'ailleurs là j'y ai pas répondu sur quel est le timing entre sur leur talon et Genet Borgard. Mais voilà, vous trouvez un moyen de vous déplacer. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Vous êtes dans le lieu A. Voilà, vous êtes dans le lieu A, vous vous déplacez vers un lieu B, vous placez un ennemi soit dans le lieu A, soit dans le lieu C, et ensuite quand vous irez dans le lieu dans lequel vous venez de mettre cet ennemi, vous déclencherez sur leur talon. Voilà. Voilà. Il y a aussi les chaussures de randonnée. Réaction, après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Donc là, 2 possibilités, soit vous découvrez, quelqu'un découvre le dernier indice de votre lieu, ça vous fait vous déplacer vers un lieu connexe, vous choisissez un lieu dans lequel il y a un ennemi, vous déclenchez sur leur talon. Ou alors, vous entrez dans un lieu dans lequel se trouve un ennemi, vous utilisez l'effet « Je découvre un indice dans le lieu », c'était le dernier indice, vous utilisez les chaussures de randonnée, vous vous redéplacez. Et l'ennemi, qui est dans ce lieu dans lequel vous venez d'entrer, il vous attaque pas, vu que vous n'avez pas déclenché d'attaque d'opportunité. Et voilà, vous pouvez combiner Genet Borgard, chaussures de randonnée, éclaireur, raccourci, différents effets de déplacement pour j'y arriver, pour déplacer les ennemis, les indices de la façon qui vous convient, et potentiellement tout ça pour renforcer
pour rendre plus intéressante l'utilisation de décrypter la réalité, un événement qui vous fait enquêter. La difficulté est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu, et si vous réussissez, vous découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Et comme il n'y a pas marqué à la place, ça se cumule à l'indice de la réussite de l'enquête. Donc concrètement, c'est 2 indices dans votre lieu et un indice dans chaque autre lieu révélé. Et ben voilà, avec Genet-Borgard, vous déplacez les indices. Chaussures de randonnée, quand vous avez trouvé le dernier indice, vous vous déplacez. Potentiellement, vous trouvez le dernier indice de votre lieu, déplacement dans un lieu qui a, je sais pas, mettons, 2 indices. Attendez que je dise pas de bêtises, 3 indices, voilà. Chaussures de randonnée, vous entrez dans un lieu dans lequel il y a un ennemi et 3 indices. Genet-Borgard, vous dites après vous êtes déplacé, et ça c'est après que vous êtes entré. Je sais pas lequel des deux marche en premier. En tout cas, sur les 3 indices, voilà. Sur les 3 indices, il y en a un que vous déplacez avec Genet-Borgard, il y en a un que vous découvrez avec Sur leur talon, et donc vous ne laissez qu'un indice dans le lieu. Et de façon globale, vous faites ça, vous dispersez les indices, et puis un petit coup de décrypter la réalité. Et puis, comment formuler ça ? Voilà, vous voulez entrer dans des lieux, à 5 reprises dans la partie, il y a 5 utilisations, mais des pistes, pour le moment, on n'a rien qui recharge, donc cette carte-là s'utilise maximum 5 fois par partie. Si vous voulez augmenter vos chances d'aller dans les lieux avec des ennemis quand ça vous arrange, vous pouvez utiliser par exemple Doppelganger, une carte truand myriade, et d'ailleurs il y a une autre carte myriade intéressante, mais bon, myriade rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu, réaction, après qu'un ennemi est entré dans ou a quitté le lieu attaché, renvoyez Doppelganger dans votre main, soit vous effectuez une tentative d'évasion contre cet ennemi, soit vous vous déplacez immédiatement vers le lieu attaché. Vous avez le droit de déclencher cette capacité depuis n'importe quel lieu. Donc pendant la partie, jusqu'à 3 reprises, vous posez des exemplaires de Doppelganger. À un moment donné, un ennemi, encore une fois on peut prendre l'exemple de l'acolyte, il doit être généré dans un lieu vide, vous le générez dans un lieu avec une copie de Doppelganger. Hop, un ennemi est entré dans ce lieu, donc vous vous y téléportez, comme vous y entrez, vous déclenchez Sur leur talon, et vous trouvez l'indice que vous avez laissé là, ou dans le cas de l'acolyte, vous entrez dans le lieu, vous dites, allez hop, paf, t'es mort. Et je disais donc qu'il y a une autre carte myriade intéressante, c'est l'ouverture de portail, un événement mystique, myriade rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à votre lieu, limite collective de 3 en jeu, les investigateurs ont le droit de se déplacer entre 2 lieux avec une ouverture de portail attachée, comme si ces lieux étaient connexes. Donc comme pour Doppelganger, au début de la partie, vous mettez des copies d'ouverture de portail dans des lieux stratégiques, par exemple votre lieu de départ, si vous pensez qu'il faudra y revenir plus tard, un lieu qui est connexe à plein d'autres lieux, et dès qu'il y a un ennemi qui est généré ou qui entre avec le mot-clé chasseur, dans un lieu qui est ouverture de portail ou dans un lieu très proche, vous passez d'un portail à un autre, vous entrez dans le lieu de l'ennemi et vous déclenchez Sur leur talon. Dernière remarque, icône d'intelligence, icône de force et icône libre sur la carte. Si vous avez bien préparé en jeu, vous pouvez vous donner un bonus de plus en intelligence ou un bonus de plus en force, ce qui vous aide à enquêter ou à combattre les ennemis. Donc vous les portez dans le lieu, et si après avoir déclenché l'effet de Sur leur talon, vous avez besoin d'enquêter, vous enquêterez avec plus 2. Si vous avez besoin de combattre, vous combattrez avec plus 2. Voilà, donc carte qui a des effets très intéressants. Et concrètement, qui y a accès ? Gardien, chercheur, survivant, truand, il n'y a pas de mystique. Alors, Roland Banks. Roland Banks, pour rappel, il a une réaction. Après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu, limite 1 fois par round. Donc il peut trouver
des indices en combattant. Il a 3 d'intelligence, c'est moyen, c'est pas génial, donc il peut, dans les lieux qui ont une valeur occulte élevée, dire j'essaie pas d'enquêter, je vais attendre qu'il y ait un ennemi dans ce lieu-là, je le combats, et en le vainquant, j'aurai l'indice. Avec sur leur talon, le fait qu'il entre dans ce lieu, s'il y retourne après, ça lui donnera un indice, en tuant l'ennemi, ça lui donnera le deuxième indice. Voilà, sans avoir à faire de test d'enquête. Et si c'est un ennemi qui a qu'un point de vie et qu'il n'y a qu'un indice dans le lieu, à la place il dit avec sur leur talon, j'inflige le dégât à l'ennemi, je tue l'ennemi, j'utilise ma réaction. Voilà, donc il a pris l'indice et il s'est débarrassé d'un ennemi potentiellement gênant, simplement en entrant dans le lieu. Et aussi pour rappel, sa carte signature, son pistolet, vous avez un bonus de 3 en force pour combattre s'il y a un indice dans votre lieu. Donc voilà, Roland Banks, il trouve plus facilement les indices il trouve des indices en tuant des ennemis, et il combat plus facilement quand il y a des indices. Donc que vous jouiez en solo ou que ça soit le combattant principal dans un duo, il a quand même une incitation à combattre là où il y a des indices, et potentiellement c'est sa contribution au gain d'indices, tuer les ennemis là où il y a des indices. Voilà. La version parallèle, alors elle a une mécanique, on doit inclure 3 soutiens directifs dans son deck, sur les 4 possibles je crois, et il y a une directive, chercher la vérité. Les directives elles ont une limitation et un effet, donc là la limitation, tant qu'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous ne pouvez pas attribuer de carte au test de compétence, sauf si vous avez découvert un indice durant ce round. Ok. Et 2021, la carte est sortie en 2021, ok. Et la réaction, après que vous avez découvert un indice, s'il y a un ennemi dans votre lieu, inclinez cette directive, piochez une carte. Voilà, donc vous entrez dans le lieu dans lequel il y a un ennemi, sur leur talon vous donne l'indice, il y a un ennemi dans le lieu, donc vous avez la pioche de la carte. Voilà, c'est à noter. Zoé Samaras, si elle entre dans le lieu dans lequel il y a un ennemi, si l'ennemi n'est pas distant, elle devient engagée avec cet ennemi. Et s'il n'est pas massif. Pour rappel, quand un ennemi est massif et qu'on est dans son lieu, on est engagé avec lui. Sauf si on lui a échappé. Par contre, on ne devient pas engagé. Bon, voilà. Mais donc, elle entre dans un lieu dans lequel il y a un ennemi qui n'est ni massif ni distant, elle gagne une ressource, et potentiellement, si elle a sa croix, elle dépense cette ressource pour faire un dégât. Donc Zoé avec sur leur talon, potentiellement, elle fait 2 dégâts sans test, simplement en entrant dans le lieu dans lequel il y a l'ennemi. Voilà, c'est tout simplement, ça fait beaucoup de dégâts sans test. Et je vais citer, tout à l'heure je citais l'acolyte, et elle, pour le coup, elle nous débarrassera carrément du magicien de l'ordre. Il est 4 de 2, donc 2 points de vie et 4 de valeur de combat, ce qui n'est pas négligeable. Et lui, c'est à la fin de chaque phase du mythe qu'on met une fatalité sur lui. Donc on le met en jeu dans un lieu vide, donc par définition pas votre lieu. À la fin de cette phase de mythe, il a une fatalité, et potentiellement il vous fait perdre un round sur la partie. Fin du round suivant, il en a 2 fatalités, et il peut vous faire perdre 2 rounds. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les mystérieuses mélopées, il peut passer de 2 fatalités à 4 fatalités. Zoé Samaras, avec sur leur talon et sa croix, elle entre dans le lieu et paf, le magicien est mort. Voilà. Et Zoé Samaras parallèle, alors elle, voilà, je pense que je l'avais mise pour sa réaction. Après que vous avez infligé un dégât ou plus à un ennemi, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos, limite d'une fois par phase. Donc, vous entrez dans le lieu, avec sur leur talon, vous faites un dégât à un ennemi, et vous activez cette capacité, hop, vous avez mis un pion béni dans la réserve du chaos. Et je suis en train de regarder les cartes auxquelles elle a accès, carte béni, carte mystique.
Alors ça c'est une fois par phase, donc il faut que je regarde. Je me souviens plus si raccourci on doit l'utiliser pendant son tour. Je crois pas. Si, raccourci à jouer uniquement lors de votre tour, et ça... Alors ça par contre, raccourci de niveau 2, on joue pendant son tour, mais on peut l'utiliser quand on veut. Donc par exemple, Zoé parallèle, pendant une fenêtre de joueurs de la phase du mythe, elle entre dans le lieu, avec sur leur talon, elle inflige un dégât, et elle utilise sa réaction pour mettre un pion béni dans le sac du chaos. Phase des investigateurs, elle combat cet ennemi, elle lui inflige un dégât, un autre pion béni. Voilà. Joe Diamond, j'ai dit tout à l'heure, sur leur talon, quand vous jouez en trio, et qu'il y a un polyvalent, Joe Diamond par exemple, il a sur leur talon, statistiquement, alors je repars du début, moi quand je joue en trio, généralement, sauf quand je joue un deck Bénédiction d'Isis, j'ai d'un côté le combattant et l'enquêteur, parce que l'enquêteur il faut qu'il soit défendu, donc il se déplace avec le combattant, et d'un autre côté, j'ai le polyvalent, parce que le polyvalent s'il pioche un petit ennemi, comme il est polyvalent, il s'en débrouille, s'il entre dans un lieu dans lequel c'est pas trop dur d'enquêter, comme il est polyvalent, il s'en débrouille, et par contre s'il entre dans un lieu dans lequel c'est trop dur d'enquêter, il va explorer, et plus tard l'enquêteur principal viendra, et s'il est engagé avec un ennemi costaud, le combattant le rejoint pour l'aider à combattre. Donc Joe Diamond, il n'est pas dans le lieu des deux autres, statistiquement c'est dans l'autre lieu que sont générés les 2/3 des ennemis, et donc dans la partie, il y aura plein d'occasions pour Joe Diamond, d'entrer dans un lieu dans lequel il y a un ennemi. Voilà. Et je pense à un truc avec éclaireur, je me souviens pas quand est-ce qu'on peut l'utiliser, c'est lors de votre tour, ok. Donc voilà, avec éclaireur, vous entrez dans le lieu des deux autres sans dépenser d'action. Vous activez, vous déclenchez sur leur talon. Joe Diamond avec son deck instinct, deck intuition, voilà. Dans son deck intuition, il a des événements perspicacité. Je pense que scène de crime, ça marche, voilà. Avant sa première action, il utilise éclaireur, il est dans le lieu dans lequel il y a l'ennemi. Déjà, en entrant dans ce lieu, il a pris un indice. Ensuite, il joue scène de crime. Faudrait que je vérifie pour spécialement scène de crime. Mais si ça marche, il me semble, il entre dans le lieu avec sur leur talon, il a un indice, il joue scène de crime, comme il y a un ennemi, il a 2 indices. Sans avoir à faire d'enquête, il a trouvé 3 indices, soit un indice par investigateur dans le groupe. Mais il peut aussi, si je l'ai pas précisé, c'est au début de la phase d'investigation qui révèle la carte du dessus de son deck intuition. Donc début de la phase d'investigation, avant qu'on choisisse qui joue en premier, il sait quelle carte il aura à jouer. Et par exemple, s'il voit que c'est une preuve de niveau 0 ou de niveau 1, il sait qu'il a intérêt à achever un ennemi, achever un ennemi, et si c'est preuve de niveau 1, un ennemi qui a 4 points de vie. Donc, il entre dans le lieu, s'il veut des indices, tant qu'à faire, il prend l'indice, et il faut quand même que je vérifie, preuve, c'est... Je me souviens plus, je crois pas qu'il y ait besoin de le vaincre soi-même. Enfin si, vous avez vaincu un ennemi. Donc, maintenant, il est dans le lieu, il est entré dans le lieu, il a pris un indice, il va combattre et il joue preuve. Et comme ça, il ne gâche pas la carte de son deck intuition. Voilà, je pense avec Joe Diamond, je l'ai déjà dit, moi Joe Diamond pour moi c'est pas du solo, c'est plutôt du trio, parce qu'il a toutes ses cartes perspicacité très situationnelles. Des cartes qui vous font du déplacement plus sur leur talon, vous créez ces situations-là. Et enfin, dernière investigatrice que je mentionne, Trish Scarborough. J'ai mis un commentaire sur la page de la carte. Voilà, si vous mettez ça dans un deck Trish Scarborough, vous entrez dans un lieu dans lequel il y a un ennemi, vous utilisez sur leur talon
pour trouver un indice, vous utilisez la réaction de triche. Ça vous permet d'échapper automatiquement à cet ennemi, donc pas de problème de devoir le combattre, d'attaque d'opportunité, tout ça. Et ensuite vous utilisez faux papier de niveau 0, ou faux papier de niveau 4, ou vamp de niveau 0, ou vamp de niveau 3, pour faire des discussions avec... faudrait que je corrige là. Avec cet ennemi. Et vous avez un +2 grâce à combat déloyal qui, pour rappel, vous permet de gagner +2 en valeur de compétence tant qu'on attaque, discute ou tente d'échapper à un ennemi incliné. Et au passage, combat déloyal fait que en réaction à l'évasion, vous pouvez combattre cet ennemi. Donc vous pouvez l'affaiblir. Moi j'aime bien le terme attendrir, voilà, comme la viande. Voilà, vous avez votre maillet à viande, hop, vous lui faites une petite attaque avec bonus, et ensuite vous utilisez toutes vos cartes de discussion pour augmenter vos chances d'avoir un indice dans ce lieu. Et voilà, pour entrer dans le lieu, vous pouvez utiliser Doppelganger. Alors, j'ai pas encore diffusé les vidéos, je sais pas quand est-ce que je diffuse la première, mais je joue actuellement une campagne de la civilisation oubliée avec Trish Scarborough. Elle a Doppelganger dans son deck, voilà. Mais je ne pense pas, je vais vérifier rapidement. Non, dans le deck que je joue actuellement, je n'ai pas prévu de mettre sur leur talon, j'ai mis d'autres cartes. Voilà. Et dis donc, qu'est-ce que j'ai mis comme temps pour en parler? Deuxième carte, ça sera plus rapide. Vortex dimensionnel, un événement de niveau 5 qui coûte 2, trait, sort. Deck interprète ou sorcier uniquement. Rapide, à jouer quand la phase d'investigation débute. Choisissez un lieu, mettez de côté chaque ennemi non élite du lieu choisi, en conservant tous les pions et attachements. Jusqu'à la fin du round, ils ne sont dans aucun lieu et sont immunisés contre les effets de cartes joueurs. Quand le round se termine, renvoyez chacun de ces... Quand le round se termine, renvoyez chacun de ses ennemis vers le lieu choisi incliné. Maximum une fois par partie. Ouais. Donc on a un sort qui vous dit, du début de la phase d'investigation jusqu'à la fin du round, dans ce lieu-là, il n'y a plus d'ennemis non élites. Et ensuite on les remet en place. Alors c'est un sort, ça se tuteur avec l'initié aux arcanes, parce que ça serait bête que votre sort de niveau 5 vous puissiez pas le jouer. Cet effet, ça rappelle un petit peu la cachette. Voilà, la cachette. Vous l'attachez à n'importe quel lieu, et les ennemis non élites dans le lieu gagnent distant. Mais à la fin de la phase des ennemis, si un ennemi retracé dans le lieu attaché, vous défaussez cachette. Cachette, aux cartes au passage que je n'ai jamais joué, vous êtes dans le lieu A. Dans le lieu B connexe, il y a des ennemis non élites, et vous voulez traverser le lieu B pour aller dans le lieu C. Depuis le lieu A, vous jouez la carte cachette dans le lieu B. Tous les ennemis deviennent distants. Pour une action, vous allez dans le lieu B. Pour une action, vous allez dans le lieu C. Fin de la phase des ennemis. Vous défaussez cachette et vous en moquez parce que vous avez pu traverser le lieu. Et ça me fait penser que dans le renouveau de la civilisation oubliée, dans le deuxième scénario, il y a un lieu dans lequel ça peut être très bon. Voilà. Mais en tout cas, cachette, ça a cet effet. Pendant toute une phase d'investigation, vous ne vous souciez pas des ennemis dans un lieu. Insaisissable, vous le jouez pendant votre tour, vous vous désengagez de chaque ennemi engagé avec vous et vous déplacez vers un lieu révélé sans ennemis. Si vous jouez avec la liste des tabous, c'est un lieu connexe sans ennemis. Mais en tout cas, il y a un peu le même effet de je m'affranchis des ennemis. Et là, ça marche aussi avec les ennemis élites. Tir de sommation, vous dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez, et vous déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Ça ne vous provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc pareil, il y a des ennemis dans votre lieu, et ça vous coûte une action, mais pour les 2 dernières actions de votre tour, pas d'attaque d'opportunité. Ça peut vous permettre, de vider le lieu de ces indices et de mettre fin au scénario. La boîte à portail de Luke Robinson, ça vous désengage de chaque ennemi, et ça vous envoie dans le portail onirique, dans lequel les ennemis ne peuvent pas entrer,
Et c'est à la fin de la phase d'investigation, vous retirez le portail onirique de la partie, et Luke Robinson est déplacé vers n'importe quel lieu révélé. Donc vous êtes affranchi des ennemis, et potentiellement vous êtes replacé à un lieu distant. Se faufiler, ça vous permet d'échapper à un ennemi à agilité plus intelligence, et si vous réussissez de 2 ou plus, et que l'ennemi est non élite, il ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc prochain round, vous pourrez continuer d'agir dans le lieu sans vous soucier de l'ennemi. Ok, donc voilà, on a une carte qui vous dit, vous voyez ce lieu-là, et ben jusqu'à la fin du round, plus d'ennemis non élites. Vous pouvez entrer dans le lieu, agir dans le lieu, enfin déjà traverser le lieu, entrer dans le lieu, agir dans le lieu, sans vous soucier des ennemis. Par contre, ils finissent par revenir. Et vous ne pouvez utiliser la carte qu'une fois par partie, donc il n'y a pas de je l'attache à Diana Espérance, il n'y a pas de je la récupère dans la défausse. Bon, si vous la récupérez dans la défausse, vous ne pourrez plus la rejouer. Et il y a aussi un truc, potentiellement, ces ennemis-là, vous savez qu'ils vont revenir. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ils reviennent inclinés. Donc en fait, c'est pas que vous en affranchissez pendant une phase d'investigation, c'est plutôt 2. Parce que au début de la phase d'investigation, vous les retirez, et vous pouvez entrer dans le lieu, donc avec une action, faire 2 actions dans le lieu, mais quand ils reviennent inclinés, donc round suivant, vous avez vos 3 actions pour agir dans le lieu sans qu'ils vous gênent. Et donc potentiellement, vous avez un total de 5 actions pour vider le lieu de ces indices et mettre fin au scénario. Mais une autre possibilité, là plutôt si vous voulez traverser un lieu, si c'est pas rester dans le lieu qui vous intéresse, vous allez jouer cette carte là, vous mettez les ennemis de côté, vous traversez, vous faites ce que vous avez à faire, ils reviennent tous dans le même lieu, inclinés, donc ils vont pas en sortir, sauf s'ils ont des règles spéciales de déplacement, et ensuite depuis un lieu connexe, explosion de dynamite. Voilà. Donc vous les avez temporisés et vous finissez par les vaincre. Alors, pour qui cette carte est la plus intéressante ? Eh bien, comme l'effet, encore une fois, est basique, je vois pas des masses de combos à mentionner, comme il n'y a pas de possibilité de récursion, je ne vois pas vraiment sur quoi insister. Il y a quand même 2 trucs à dire. Patrice Feuet, elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, on a tous ces mystiques là, ils ont tous accès à Tempête d'Esprit. Et tous sauf Patrice ont accès à Tempête d'Esprit de niveau 3. Donc vous faites du combat avec votre volonté, et si vous réussissez, vous infligez 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Mais si vous révélez un de ces symboles, donc crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou tentacule, vous infligez également, que vous ayez réussi ou raté, vous infligez 1 dégât à chaque investigateur dans le lieu. La version de niveau 3, c'est combat volonté plus 2, 3 dégâts à chaque ennemi, mais le retour de flamme, voilà, l'effet négatif, c'est 2 dégâts à chaque investigateur. Donc ces ennemis, quand ils reviennent, si vous êtes dans le lieu, vous avez à la main votre sort pour leur faire plein de dégâts. Et tant que j'y pense, parce que j'adore cet allié, si la tempête des esprits, vous l'attachez à Diana Espérance, le round où vous jouez le vortex dimensionnel pour 2 ressources, vous jouez la tempête d'esprit pour 3 ressources, oui ça vous coûte cher, et vous faites 2 dégâts à chaque ennemi, ils se redressent, ils entrent, je dis une bêtise, parce que c'est à la fin du round, donc vous pourrez pas, je reprends, au round N vous jouez cette carte, fin du round N les ennemis reviennent inclinés, round N+1, vous jouez la tempête d'esprit qui est attachée à Diana Espérance. Ensuite, avec vos 2 autres actions, vous faites ce que vous avez à faire. Et phase d'entretien, les ennemis se redressent. Round N+2, vous pouvez rejouer la tempête d'esprit. Et comme c'est une action de combat, pas d'attaque d'opportunité.
Et si c'est la version de niveau 3, vous pouvez faire... Enfin, si vous réussissez les 2 attaques, vous faites un total de 6 dégâts à chaque ennemi. Il faudra par contre payer les ressources. Et puis, Lola Eyes. Alors Lola Eyes, elle a accès, si vous choisissez... Ah non, c'est vrai, il n'y a pas besoin de choisir, mais vous pouvez mettre dans son deck Tempête d'Esprit de niveau 0 ou de niveau 3. Mais vous pouvez aussi mettre Explosion de Dynamite, niveau 0, niveau 2 ou niveau 3. Donc il y a un petit peu le même effet. Les ennemis... est-ce qu'elle y a accès? Est-ce qu'elle a accès aux cartes de niveau... Carte neutre? Ouais, carte neutre jusqu'au niveau 5. Donc les ennemis rentrent, enfin... les ennemis sont replacés inclinés. Tour suivant, vous pouvez utiliser l'explosion de dynamite depuis leur lieu, mais dans ce cas-là ça vous fait aussi des dégâts, ou depuis le lieu connexe. Et si aucun n'est chasseur, ou si tous sont chasseurs, soit vous déplacez pas et le round suivant vous pouvez refaire une explosion de dynamite, soit s'ils sont chasseurs, vous décalez et vous leur refaites une explosion de dynamite. Voilà. Ça noter, c'est le seul... L'effet est très intéressant, hein. Vous êtes affranchi de ces ennemis non élites pendant 2 rounds. Mais, à part dire que pendant qu'ils sont immobiles, on peut leur lancer des dégâts de zone, il y a aussi la grenade, je vois pas ce qu'il y a à dire de plus sur cette carte. Donc on va passer à la 3e et dernière. Mémoire d'une autre vie, c'est une compétence de niveau 5 qui a le trait inné, 2 icônes libres. Deck, artiste, croyant, rêveur ou sorcier uniquement. Si ce test de compétence est réussi, vous avez le droit de retirer de la partie souvenir d'une autre vie pour chercher n'importe quelle carte non permanente de niveau 0 dans votre collection, même si elle ne correspond pas à vos exigences de deck. Jouez gratuitement cette carte. À la fin de la partie, renvoyez-la dans votre collection. Alors, on a une compétence avec 2 icônes libres, comme courage inattendu. Mais si on réussit, on va chercher une carte, potentiellement une carte qu'on n'a pas la possibilité de mettre dans son deck, et non seulement elle entre dans le deck, mais on peut la jouer immédiatement et gratuitement. C'est une carte, c'est un petit peu comme... je sais plus comment elle s'appelle, la carte mystique qui vous fait changer de recto de votre investigateur. Il y a énormément de combinaisons. Bon, donc je vais faire assez simple. Alors la carte, il faut la jouer. Donc c'est pas une compétence, c'est un soutien ou un événement de niveau 0. Bon, il y en a, voilà, le site en trouve 525. Pour rappel, il y a des doublons. Voilà, par exemple, on voit, il compte comme 2 cartes différentes le 45 automatique de la boîte de base et le 45 automatique de la boîte de base édition révisée. Mais on peut compter à la louche, voilà, il y a, allez, on va dire 450 au minimum. 450 cartes soutien ou événement de niveau 0. Par contre, ça ne peut pas être un permanent. Ouais, ça ne peut pas être un permanent. Les permanents de niveau 0, il y en a 10, donc voilà, vous retirez 10 à tout ça. Donc ça fait plein de cartes différentes. Alors, vous jouez cette carte gratuitement. Donc j'ai regardé les cartes valables qui coûtent cher. Moi je considère que cher c'est plus de 3 ressources. On a quand même un paquet. On peut mentionner par exemple alors est-ce que j'ai trié? Voilà, j'ai trié par coup. Y a des coups qui vont jusqu'à 12 ressources. On peut mentionner la Thompson 45, normalement elle coûte 6 ressources. Ouais, voilà, là ça peut être gratuit. Et recherche poussée, ça coûte 12 ressources, moins 1 pour chaque autre carte dans votre main. Et ça vous donne 2 indices, donc effet très puissant. Ok. Alors ça, je crois que je le mentionnais dans... Ah, je me souviens plus si c'est pour une prochaine vidéo combo ou autre, mais bon, si on vous dit que une carte est jouable gratuitement, vous vous affranchissez des coûts additionnels. Donc j'ai regardé,
Est-ce qu'il y a des cartes qui ont des coups additionnels? Non, il n'y en a pas. Ok. Par contre, j'ai vu un commentaire quelque part, que j'y retrouve, voilà, qui mentionnait les cartes doubles. Pour rappel, les cartes doubles... Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé coup additionnel, coup supplémentaire. Alors attendez un instant. Donc, alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Bah heureusement que je m'en suis rendu compte, j'avais raté les trucs. Bah, par exemple, si la carte que vous choisissez c'est coup pour coup, alors la carte est gratuite, mais en tant que coup supplémentaire, vous devez accepter une attaque de l'ennemi. Et ben là, vous n'êtes pas obligé de payer vous ne payez pas ce coup additionnel, donc coup pour coup devient pour vous du combattre. Vous réussissez automatiquement et vous infligez 2 dégâts. Ok. Tir de sommation, vous n'avez pas besoin de dépenser une munition. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin d'avoir un soutien arme à feu, tout ça c'est le coup. Donc vous allez chercher tir de sommation et la carte elle devient sans rien payer, sans payer d'action, bah oui comme je l'ai pas précisé mais comme c'est un effet lié à la réussite, il n'y a pas d'action à payer. Voilà, vous avez une carte qui vous dit, enfin quand vous la jouez ça devient déplacer tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Voilà, c'est efficace. Connaissance profonde, on n'a pas besoin de mettre les pions maudits dans la réserve du chaos. Vous avez donc les investigateurs dans mon lieu piochent un total de 3 cartes. Je crois qu'il y a... Alors est-ce qu'il n'y aurait pas l'autre que j'aurais oublié? Ça doit être de niveau 1 ou plus, celle qui fait trouver des indices. Et enfin, un autre exemple, méthode non conventionnelle. Vous n'avez pas à défausser un objet. Ouais, je suis pas sûr parce que si vous ne choisissez pas, je suppose que ça veut dire que le X vaut 0 ou alors que ça marche pas, je sais pas. Là j'ai un doute, mais bon. Donc voilà, vous avez quand même quelques cartes pour lesquelles c'est intéressant de ne pas payer le coût additionnel. Et enfin, les cartes qui ont le trait double, pour rappel, elles ont toutes comme point commun d'avoir comme coût additionnel le fait de payer une deuxième action. Et ben là, concrètement, vous faites un test, vous attribuez souvenir d'une vie, vous jouez une carte qui normalement vous coûte un certain nombre de ressources et 2 actions, et ben là, ça vous coûte aucune action, ça vous coûte aucune ressource. Par exemple, braquage. Les investigateurs dans votre lieu gagnent un total de 8 ressources, réparties comme vous le souhaitez. Très efficace, voilà. C'est un bonus à la réussite de votre test. Inspection minutieuse. Les investigateurs dans votre lieu piochent un total de 5 cartes. Pareil, c'est efficace. Affiner. Immédiatement, vous cochez une case sur une fiche amélioration d'une carte personnalisable que vous possédez, même si elle n'est pas en jeu. Ok. Alors affiner, c'est un petit peu pénible de le mettre dans un deck. Ah oui, braquage encore une fois, potentiellement vous n'avez pas accès aux cartes truand, mais vous pouvez quand même jouer cette carte-là. Pareil, potentiellement vous n'avez pas accès aux cartes chercheurs, mais vous aurez l'effet d'inspection minutieuse. Affiner, c'est neutre, donc tout le monde y a accès, mais il est possible qu'on se dise, je ne prends pas un emplacement de mon deck pour mettre cette carte-là. Et bien avec mémoire d'une autre vie, vous avez l'effet sans avoir eu à mettre la carte dans votre deck. Diversion d'ampleur pour chaque ennemi dans votre lieu, et dans chaque lieu connexe, vous échappez automatiquement à cet ennemi s'il est non élite, ou vous infligez un dégât à cet ennemi. Potentiellement, vous faites plein de dégâts. Ok, je lisais la critique, mais il n'y a rien d'intéressant. L'explosion de dynamite, c'est un classique. Ok, je regardais pour le timing, mais bon, voilà. Le lexique occulte, moi je l'ai déjà mentionné, j'adore le lexique occulte. Est-ce que j'ai un bon exemple? Bon, peu importe qui. Allez, rapidement, je vais prendre un exemple là. Je sais pas, mettons Zoé Samaras. Zoé Samaras, elle se retrouve avec le lexique occulte, donc, qui lui fournit 3 copies du rituel de sang. Et vous avez Zoé Samaras, elle entre dans un lieu, avec sa clé, elle fait un dégât sans test. Elle fait deuxième action,
elle combat l'ennemi, elle attribue mémoire d'une autre vie, elle réussit le test, elle joue le lexique occulte lui donne 3 copies de rituel de sang, dont une dans sa main. Dernière action de son tour, elle joue rituel de sang, et elle peut faire 2 dégâts. Donc sur un tour, elle aura fait un total de 3 dégâts sans test à un ennemi, et les dégâts de son attaque. Voilà, ou le miroir sacré, il entre en jeu, il vous fournit 3 exemplaires de mélodie apaisante, dont une dans votre main, par exemple je sais pas, peu importe, je sais pas, mettons Luke Robinson, voilà. Désormais, Luke Robinson a des effets de soin. Ah oui, un truc auquel j'ai pensé depuis le début de la vidéo, comme souvent, cette carte-là, attendez que je retrouve, voilà, cette carte-là, elle est renvoyée dans votre collection à la fin de la partie. Mais, pendant toute la durée de la partie, comme vous la jouez, elle part dans votre défausse, ou elle entre en jeu si c'est un soutien, et ensuite, si elle est dans votre défausse, ou si elle part du jeu vers votre défausse, elle est dans votre deck. Donc, vous pouvez éventuellement faire des effets de récursion, si vous avez accès à récup, et que c'est un objet. Voilà, si c'est un objet avec récup, vous récupérez la carte dans votre défausse et vous la rejouez depuis votre main. Si par exemple c'est un... Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Bon, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais voilà. Et sinon, peut-être avec... Alors dégourdi, c'est que les cartes... les cartes survivants, mais bon, voilà, si vous avez de la récursion, ça marche. Maintenant, il y a quand même un point clé. Alors, je vais ressortir la carte. C'est que... je la vois plus. Ok, c'est souvenir d'une autre vie, j'avais en tête mémoire d'une autre vie. Le point important quand même, c'est qu'il faut que le test soit réussi. C'est-à-dire que vous avez dépensé 5 XP pour une carte compétence. Alors, certes, elle vous donne un +2, elle vous aide à réussir, mais si vous ratez le test, vous avez dépensé 5 XP pour l'équivalent d'un courage inattendu qui n'a même pas réussi, qui ne vous a pas fait réussir le test. Mais il y a des moyens de fiabiliser les tests. Brelandas, si vous attribuez les 3 exemplaires à un test de compétence, il est réussi automatiquement. Vous ne révélez même pas de pion KO. Bon, il reste c'est du bonus. Si vous jouez avec la liste des tabous, après avoir attribué les Brelandas, ils sont retirés de la partie. Donc si vous avez 2 copies de souvenirs d'une autre vie dans votre deck, ça ne vous garantira la réussite qu'une fois. Justifie les moyens. En tant que coût supplémentaire, vous mettez autant de pions maudits dans la réserve du chaos que la difficulté du test, mais il est réussi automatiquement. Et j'ai repensé à d'autres trucs, il y a le totem macabre des survivants, si vous y avez accès. Après réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Vous passez à 3 icônes libres. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Voilà. Comme ça, vous gâchez pas votre compétence. Et puis, un petit commentaire de Aldersign. Pareil, c'est un type que je vois souvent dans les critiques de cartes. Qui mentionne le fait que souvenir d'une autre vie, ça vous permet d'aller chercher dans votre collection une carte, mais ça ne dit pas que vous n'avez pas le droit de dépasser le nombre normal de copies d'une carte. Alors il y a une discussion sur le fait, et évidemment j'ai pas gardé le... Ah oui, c'est par rapport au permanent chercheur qui vous dit, quand vous améliorez une carte étudiée, choisissez les exemplaires au hasard. Voilà. Et il y a un commentaire, donc c'est une FAQ, donc c'est officiel. Alors, peut-être que si on leur redemandait, ils changeraient d'avis vis-à-vis de souvenirs d'une autre vie, ça me surprendrait pas, mais la dernière fois que quelqu'un a posé la question à FFG,
il n'y a rien qui dit que votre collection de cartes, ça doit être un exemplaire de chaque produit, de chaque pack, de chaque boîte qui existe. Donc, là il mentionne, donc Aldersign mentionne le chien de traîneau. Si vous avez acheté 2 fois la boîte aux confins de la Terre extension investigateur, vous avez dans votre collection un total de 8 exemplaires du chien de traîneau. Vous en mettez 4 dans votre deck. Première utilisation de Souvenir d'une autre vie, vous récupérez un 5e exemplaire dans votre deck, deuxième utilisation, un 6e exemplaire, et si vous avez assez d'emplacements d'alliés, vous avez un total de 6 chiens de traîneau en jeu, maximum. Voilà. Et il mentionne aussi les bougies rituelles. Bougies rituelles, il y en a 2 exemplaires dans la boîte de Dunwich, 2 exemplaires dans le pack de Jacqueline Fine. Donc si vous en avez mis 2 exemplaires dans votre deck, avec la compétence, vous pouvez passer un total de 3 voire 4 en jeu, si vous avez assez d'emplacement de main. Et comme chacun s'active, vous pouvez avoir un effet de, quand vous révélez un de ces symboles, et si vous jouez avec la liste des tabous, c'est un symbole, peu importe lequel. Voilà, donc si l'exemple qui donne là, Aldersign, c'est vous faites un deck qui utilise des pions maudits. Lors d'un test, vous révélez un pion maudit, vous dites, j'ai 4 bougies rituelles en jeu, j'ai un total de plus 4 à mon test. Vous avez le moins 2 du pion maudit, le plus 4 des 4 copies de bougies rituelles. Voilà. Donc, effet difficile à commenter vu le nombre de cartes cibles, mais on peut faire des trucs amusants. Et on va voir les investigateurs qui ont accès. Sœur Marie, j'ai rien trouvé de particulier à dire. Zoé Samaras, non plus, il n'y a rien qui m'est venu en tête. Bien évidemment, il y a plein de choses à faire. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant pour elle, je sais pas. Surtout que Zoé Samaras, elle a déjà accès à 5 cartes chercheur truand mystique ou survivant de niveau 0. Et ça inclut les permanents. Voilà. Alors Lucius Galloway, il faut que je charge mes onglets. Pour rappel, Lucius Galloway, son truc, c'est qu'il veut réussir ses évasions largement pour trouver des indices sans faire d'enquête. Quelles cartes de niveau 0 qui ne sont pas chercheurs ou truands l'intéresseraient? Peter Sylvestre pour le bonus en agilité, ou les chaussures de course pour le bonus en agilité. Voilà. Séphina Rousseau, j'ai rien trouvé de particulier à dire. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, Séphina Rousseau, je vois pas. Agnès Baker, voilà, Agnès Baker, j'ai pensé au miroir sacré. Pourquoi ? Parce que Agnès Baker, chaque fois qu'on place une horreur sur elle, on inflige un dégât ennemi dans le lieu, limite d'une fois par phase, donc on veut qu'elle se prenne des horreurs, pour faire des dégâts sans test. Comme c'est utilisable une fois par phase, potentiellement phase du mythe, phase d'investigation, phase des ennemis, elle peut, si elle a toutes les cartes pour, elle peut se prendre des horreurs très vite, et faire des dégâts très vite, le soin est appréciable. Et en plus, la carte de soin, c'est mélodie apaisante, c'est un sort. Les sorts, ça s'attache à Diana Espérance. Donc, vous jouez le miroir sacré, vous récupérez une copie de mélodie apaisante dans votre main, vous l'attachez à Diana Espérance, et une fois par round, vous pouvez jouer mélodie apaisante pour vous soigner de 2 horreurs. Et Agnès Baker, elle a son pendentif héritage d'Hyperborée qui fait qu'elle pioche une carte après avoir joué une carte sort. Par exemple, mélodie apaisante. Donc, à chaque round, vous, pendant 2 phases différentes, vous infligez 2 horreurs au total à Agnès Baker. Elle fait donc 2 dégâts sans test. 2 dégâts, normalement c'est ce qu'on fait en une action, et à la place, cette action, elle l'utilise pour jouer la copie de mélodie apaisante qui attache à Diana Espérance. Elle se soigne de 2, elle pioche une carte,
puis avec son pendentif, elle pioche une deuxième carte. Voilà. Et à la place du miroir sacré, on peut jouer le lexique occulte, et on a le même raisonnement, rituel de sang s'attache avec Diana Espérance. Alors, Akashi Onyele, elle veut jouer avec des soutiens qui ont utilisation charge, elle peut être intéressée par l'étudiant énigmatique qui va permettre de déplacer des charges d'un soutien que vous contrôlez à un autre soutien que vous contrôlez. Voilà, donc tous vos soutiens entrent avec des charges en plus, et vous avez une carte qui fait circuler les charges. Et en plus, vous avez votre carte médium qui, en capacité gratuite, sans dépenser d'action, vous renvoyez un soutien qui a utilisation charge dans votre main, et ensuite vous pourrez le rejouer. Donc vous mettez dans votre deck un soutien qui a, 6 charges, uniquement parce qu'il a 6 charges, comme quand vous le jouez, grâce à la capacité d'Akashi Onyele, il entre en jeu avec 7 charges, et l'étudiant énigmatique va déplacer ces charges-là vers vos soutiens qui ont moins de charges et pour lesquels les charges ont plus de valeur. Voilà. Dexter Drake, lui, joue avec des soutiens. Voilà, il veut... Alors déjà, il y a le fait qu'une fois par round, il peut jouer un soutien sans dépenser d'action et en ayant une réduction du coût de 1. Et il y a sa carte signature Sens du spectacle qui dit que après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle, jusqu'à la fin du round, vous avez plus 2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. Donc voilà, il y a une incitation à régulièrement remplacer les soutiens. Lui peut être intéressé par le catalogue de chez Schaffner. Il joue la carte gratuitement. La carte, elle a 5 secrets. Dès qu'il n'y a plus de secrets dessus, elle va être défaussée. Et ces 5 secrets, ça fait autant de réduction sur le coût des objets. Dexter Drake, il a déjà une réduction. Ça fait que si il joue des objets, par exemple, il va combattre avec le Mauser C92, le cran d'arrêt, le Derringer, des choses comme ça. 5 objets au total sur 5 rounds différents. Ici, réduction du coût au total de 5. Catalogue de chez Schaffner, réduction du coût au total de 5. Il a économisé 10 ressources. Vous avez accès, pour rappel, à relation influente de niveau 0. Vous pouvez faire un deck Dexter Drake friqué. Voilà. Luke Robinson, il peut choisir, je l'ai déjà mentionné plus tôt dans la vidéo, l'explosion de dynamite. Pour rappel, Luke Robinson, il a la boîte à portail. Capacité déclenchée, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous. Cherchez le portail onirique, merveilleux voyage. Parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Et ce portail onirique, il est connexe à chaque autre lieu révélé. Et vice versa. Par contre, les ennemis et les investigateurs autres que Luke Robinson ne peuvent pas y entrer. Vous faites un test, par exemple Bon, peu importe, mais mettons vous faites un test de combat contre un ennemi, vous réussissez le test, vous avez donc blessé cet ennemi, vous utilisez la boîte à portail, vous entrez dans le portail onirique, non pardon, c'est un mauvais exemple, c'est pas le bon timing, voilà, je reprends. Voilà, je sais. Je trouve un meilleur exemple. Donc, Luke Robinson, mettons qu'il est engagé avec un ennemi. Il utilise la boîte à portail, il se désengage. Il va dans le portail onirique. Il est maintenant dans un lieu connexe à tous les lieux révélés. Ça m'énerve d'avoir la gorge irritée comme ça. Il va utiliser la lame spectrale. Grâce à sa capacité à jouer un événement par tour, comme s'il était dans un lieu connexe, il est dans le portail onirique, donc il peut choisir n'importe quel lieu révélé dans lequel il y a un ennemi. Il dit « Je combats cet ennemi avec le rasoir spectral. J'attribue souvenir d'une autre vie. Donc je combats à 4 plus 2
plus 2, je combats à 8 cet ennemi. Si je réussis, 2 voire 3 dégâts. Et si je réussis, je peux jouer l'explosion de dynamite. Comme le lieu est connexe, ça pose pas de problème. Hein. Blablabla. Voilà, infliger 3 dégâts à chaque ennemi et... quoique, alors attendez. Ouais, le problème c'est que vous êtes considéré comme étant dans le lieu. Je relis. Ouais, bon, il y a cet inconvénient, qui est quand même un gros inconvénient. Pendant que vous êtes en train de jouer l'événement, vous êtes dans ce lieu-là. Bon, c'est peut-être pas une combo aussi bien que j'y avais pensé, mais voilà. En tout cas, plus largement, Luke Robinson, il va vouloir probablement jouer un événement. Enfin, avec Souvenir d'une autre vie, il va probablement vouloir récupérer un événement qu'il est intéressant de jouer depuis un lieu connexe. Voilà. Et donc, la conclusion, sur leur talon, c'est une carte très efficace. Alors, je me disais, ouais, c'est dommage quand même qu'on ait que 5 utilisations, mais à moins de faire un deck qui se déplace énormément, je pense que 5 utilisations, ça suffit. Donc, une carte, certes de niveau 5, mais qui vous permet à 5 reprises dans une partie d'avoir un indice sans test, ou d'infliger un dégât à un ennemi. Il y a quand même besoin d'entrer dans le lieu d'un ennemi, donc il faudra s'assurer soit de jouer en trio et de souvent aller dans le lieu des investigateurs qui sont engagés avec des ennemis, soit le mettre dans un deck qui crée le déplacement vers les ennemis. Voilà. Donc, évidemment, ça se met pas dans n'importe quel deck, il faut penser son deck autour de cette carte-là, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est une carte de niveau 5, mais dans le bon deck, c'est génial. Et c'est l'investigateur qui utilise le plus efficacement cette carte-là, c'est Trish Scarborough, et tant que j'y pense, cette carte-là, pour moi, dans un deck Trish Scarborough, est une démonstration de plus que l'armure de tranchée, c'est du gâchis. Voilà, armure de tranchée dans un deck Trish Scarborough, on fait une enquête sans soucier de l'ennemi, on se prend pas d'attaque d'opportunité, on trouve un indice, on échappe automatiquement à l'ennemi. Mais pour ça, il faut mettre l'armure de tranchée. Alors qu'avec Sur leur talon, vous vous débrouillez pour laisser des ennemis dans des lieux, vous entrez dans le lieu, indice automatique, donc évasion automatique. Voilà. Deuxième carte, le vortex dimensionnel. L'effet est très intéressant. Vous retirez les ennemis d'un lieu au début de la phase d'investigation, donc toute la phase d'investigation, dans ce lieu-là, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. On peut prendre le temps de s'équiper, de jouer ses soutiens de combat, on peut prendre le temps d'enquêter. À la fin du round, les ennemis reviennent, mais comme ils sont inclinés, pareil, on s'en soucie pas. Phase d'investigation suivante, on s'en soucie pas, on a toujours toutes ces actions pour se préparer, pour jouer des cartes, pour découvrir des indices, potentiellement pour mettre fin au scénario, et c'est seulement ensuite qu'ils redeviennent actifs et gênants. Donc c'est une très bonne carte, mais le truc, c'est que je trouve pas qu'il y ait de combo particulière. Voilà. Donc ça sera à vous de voir, quand vous faites un deck d'un investigateur qui interprète ou sorcier, il y a des avions qui passent, qu'est-ce que j'ai à dire, si vous pensez que dans la campagne que vous allez jouer, il y a des scénarios où on a besoin de tranquillement faire ses enquêtes sans être gêné par les ennemis. Est-ce que j'ai un exemple en tête ? Ça va peut-être être plus intéressant dans le cycle Les Dévoreurs de Rêves parce qu'on a des ennemis nués. Ça peut être intéressant dans des scénarios s'il y a des effets du style tant qu'il y a un ennemi dans votre lieu, ou pour chaque ennemi dans votre lieu il y a un malus, ou les ennemis dans ce lieu gagnent riposte, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, par exemple. Mais voilà, je vois pas de combo particulier et d'investigateur pour qui c'est meilleur. Et Souvenir d'une autre vie, vous avez la possibilité de mettre dans votre deck, vous avez la possibilité de jouer gratuitement une carte que vous ne devriez pas pouvoir mettre dans votre deck. Il y a tout plein de combos,
trop pour les lister. Les cartes les plus évidentes, c'est les cartes les plus chères, par exemple les cartes qui ont le trait double. Mais sinon, cette carte-là, c'est l'occasion de réaliser toutes les combos pour lesquels vous êtes dit « Ah, c'est dommage, cet investigateur ne peut pas jouer cette combo parce qu'il n'a pas accès à une carte de niveau 0 de la combo. » Je reprends l'exemple d'Agnès Baker. Vous dites elle doit se blesser beaucoup pour être plus efficace, c'est vraiment dommage qu'elle... Ah, les spams téléphoniques. C'est vraiment dommage qu'elle puisse pas utiliser mélodie apaisante pour se soigner. Et avec Souvenir d'une autre vie, elle peut. Voilà, donc carte très amusante. Je sais pas si je la jouerai parce que bon, ça fait partie. Je trouve qu'il y en a pas mal dans ce cycle des cartes qui sont très amusantes mais très difficiles à jauger vu la quantité de trucs à faire, mais ça donne quand même envie de se dire tiens, une fois je vais faire un deck. Alors attendez, je vais reprendre la liste des investigateurs qui peuvent la jouer. Voilà, vous dites tiens, je vais faire un deck Lucius Galloway qui récupérera Peter Sylvestre, parce que Peter Sylvestre ça serait très bon pour lui. Vous dites je vais faire un deck Séphina Rousseau avec je sais pas, avec le lexicoculte. Je vais faire un deck Père Mathéo avec j'ai pas d'exemple. Bon, enfin voilà. Donc ça peut être amusant, c'est pour le fun, mais bon, c'est vraiment trop compliqué à commenter. Bon voilà, on a fini les cartes joueurs. Il nous reste 4 traîtrises que je pense traiter tout en une vidéo parce qu'elles sont assez parallèles, on va dire c'est une série de cartes avec un effet similaire. Donc ça, samedi 21 juin, si tout se passe bien. Et si j'ai le temps, c'est pas sûr à 100%, à partir du lundi 23 au dimanche 29, tous les decks, je veux dire un exemple de deck pour chacun des investigateurs. Ça sera peut-être décalé, ça sera peut-être sur 2 semaines ou décalé à la semaine suivante, je ne sais pas encore. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.